Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation ce soir. Le Conseil des arts et des lettres du Québec fête son 25e anniversaire cette année et l'équipe a tenu à saisir cette occasion pour favoriser le dialogue et la rencontre entre des créateurs et leur public en organisant des événements comme celui qui nous réunit. J'ai participé à la majeure partie de ces rencontres et je peux vous dire que chacune nous a offert des moments de grâce forts et inspirants. Je vous invite à consulter régulièrement notre site Web et à nous suivre sur les réseaux sociaux pour connaître le nom des prochains invités. Depuis 25 ans, le Conseil investit dans l'imaginaire, le talent et le dynamisme de celles et ceux qui forgent notre identité culturelle et qui la font rayonner ici et à l'étranger. Nous pouvons chiffrer cet investissement et faire valoir ses retombées économiques, mais de fait, nous soutenons ce qui n'a pas de prix, la liberté d'expression et l'accès de la population à une vie culturelle foisonnante. Merci à vous qui, en tant que contribuables, soutenez ce choix de société. Des Feuillettes à Christine la Reine-Garçon, en passant par les Muses orphelines et l'histoire de loi, Michel-Marc Bouchard a construit une œuvre singulière, provocante et touchante. Ces pièces questionnent notre identité et notre rapport à l'autre en nous entraînant dans des aventures émotives et intellectuelles dont on ne sort jamais indemne. Elle reflète sa vision à la fois lucide et poétique du monde, témoignant de son habileté à marier drame et comédie, local et universel, histoire et actualité. Dénonçant les mensonges d'une société répressive et intolérante à l'égard de l'homosexualité, Michel-Marc Bouchard nous fait prendre conscience de ce qui nous unit par-delà les différences. Au printemps dernier, Michel-Marc Bouchard était nommé compagnon des arts et des lettres du Québec. Un passage de son discours de remerciement reste gravé dans ma mémoire. Le théâtre est pour moi l'art qui représente le mieux l'espoir parce qu'il est vivant et nous appelle à chacune des étapes de sa réalisation à faire un pas de plus vers l'autre. Ce soir, le dramaturge est en scène et va s'entretenir avec une journaliste qui a consacré sa vie à nous rapprocher des arts. Avec intelligence, ouverture, finesse et générosité, Odile Tremblay a mis sa plume incomparable au service du dialogue entre les œuvres, les créateurs et le public. Elle écrit dans les pages culturelles du Devoir depuis 1990 et la qualité exemplaire de son travail lui a valu de remporter le prix Jules Fournier en 1994 et le prix Judith Jasmin en 2005. Sa vision de la culture tient compte de son impact social, ce qui en fait l'interlocutrice toute désignée d'un auteur engagé, dont elle a suivi le travail attentivement. Avant de vous laisser en leur compagnie, je tiens moi aussi à souligner que cette conférence est rendue possible grâce à la collaboration avec nos précieux partenaires, Le Devoir et Bibliothèque et Archives nationales du Québec, à qui j'exprime ma plus vive gratitude. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite une excellente soirée. On va mettre la musique. Alors, bonsoir. Bonsoir. Alors, je veux dire que d'abord que je suis honorée et ravie d'avoir cet entretien avec Michel-Marc Bouchard, que j'estime et qui est un être sensible, intelligent, à l'écoute de sa société, avec des antennes, et aussi qui est un peu, qui représente un peu une sociologie du Québec dans son œuvre. Je sais qu'il ne voudrait pas dire ça, mais moi, je le vois un peu comme un sociologue de la dramaturgie. Est-ce que je peux te retourner le compliment? Parce que depuis longtemps, je te lis. Depuis longtemps, j'ai une admiration sans borne pour toi. Et c'est pour moi un véritable honneur qu'on ait cette causerie ensemble. C'est un rêve. Écoute, ça tombe bien qu'on... Voilà. Ça tombe bien que ce soit nous deux. Ça devrait bien se passer. À ce temps-là, on se bat pas. Mais la première question que je voudrais poser, il vient d'un berceau de conteur. Et puis, je me dis, comment un homme de l'écrit, qu'est-ce qu'il a pu soutirer de toute sa société
finalement, qui était tournée vers la littérature orale. Et j'aimerais que vous parliez vraiment de votre berceau, parce que du berceau vient la lumière. J'en ai parlé à plusieurs fois, mais c'est normal mais parce que je ne peux pas réinventer d'où je viens. Alors, je viens d'un milieu rural, catholique, de paysans, de travailleurs, d'ouvriers. Je viens d'un monde où la littérature, le monde littéraire était absent. Dans le sens qu'à part l'Église où on nous racontait des choses étranges qui se passaient ailleurs, dans des pays très chauds, je n'ai pas eu accès à une littérature comme telle. Mais par contre, étant aussi ma famille comme telle, on est seulement 4, mais mes tantes ont eu quand même des 10, 12, 13, 14 enfants. Ma mère était la dernière de cette famille-là. Et de l'autre côté de mon père, je l'ai dit souvent, mais je le répète parce que c'est mon Gabriel Garcia Marquez à moi, ma grand-mère s'est mariée 4 fois. Et la belle-mère de mon père, mais qui était la femme de mon grand-père, alors moi, je l'ai connue comme étant ma grand-mère, et elle a marié 3 veufs. Ils sont tous morts naturellement jusqu'à date. Elle les a pas assassinés. Ouais. C'est tout ce qu'on sait. Alors, ce qui veut dire que j'ai été élevé dans une espèce de cacophonie, de polyphonie. Et en plus de ça, toutes ces familles-là et ces gens-là représentaient quand même un spectre de la condition sociale qui était quand même assez large. Il y avait autant, j'avais un oncle qui était cardiologue, autant que j'avais un oncle qui était vraiment trappeur. Il y avait de tout, de tout. Et pour exister dans cet univers-là, on devait savoir compter, raconter quelque chose. Parce que comme on habitait, mes parents, chez nous, on habitait la maison qui était annexée à mon grand-père, dans le sens, ce qui veut dire qu'on était souvent chez mon grand-père le dimanche. Le dimanche, c'était pas devant chez nous, c'était pas 1 ou 2 voitures, c'était vraiment un stationnement. Il y avait un immense parking et voilà, alors tout le monde veillait très tard et tout ça. Et c'était à celui qui allait pouvoir raconter le mieux la possibilité d'exister. Ce qui veut dire que tu avais les meilleurs farceurs, tu avais les dramatiques, tu avais les potineux, tu avais... Alors, ce qui fait que je suis né dans cet univers-là. Et l'oralité, la langue est devenue, si on peut dire, mon premier instrument. On sait aussi que la religion catholique est très présente dans tes œuvres. Déjà, bon, on sait dans les Feuilluettes, mais même jusqu'à la Divine Illusion. Et qu'est-ce que ça représentait pour toi, l'espèce de rituel religieux? J'ai jamais été, dans mon travail, j'ai jamais voulu être véritablement anticlérical. Ça fait partie de mon vocabulaire, ça fait partie de ma culture, ça fait partie de mon éducation. Ce qui fait que tout le rituel, pour moi, puis étant un homme de théâtre, vous allez comprendre que ça m'intéressait de toute façon, quand j'étais assez jeune. Tout ce qui était, exemple, la fête de Dieu, j'ai connu ça, tout ce qui était la veillée pascale qui durait jusqu'à plus soif, où on allait chercher l'eau de source après, qui était l'eau supposément bénie naturellement par la résurrection du Christ. Alors, il y avait toute une codification de la société que je trouvais quand même assez fascinante, parce que, comme j'ai dit, je ne l'ai pas vécu, moi, dans l'oppression, je n'ai pas vécu une période noire, si on peut dire, de l'Église. J'ai plutôt vécu, surtout avec la génération de ma mère, une espèce de révolution. La révolution tranquille, ben, c'est beaucoup plus mes parents. Alors, de ce sens-là, tout ce qui était, je ne sais pas moi, les vêtements des prêtres, le Christ, la seule personne que je connaissais qui était à moitié nue sur une croix, ben, pas qui était sur la croix, mais qui était à moitié nue, disons, avec le sang, avec les anges tout nus aussi, puis c'est comme tout ça, moi, le tout nu m'intéressait. Alors, ce qui fait que tout ce vocabulaire-là du cérémonial m'a aussi énormément fasciné. Je me rappelle, j'ai perdu une de mes sœurs, elle avait 4 ans, j'en avais 6. Je pense qu'on a refait 18 fois son enterrement après. Tout ce qui s'est passé à l'église, l'enterrement, puis ça, mes parents avaient eu l'idée de m'acheter un poussin après la mort de ma sœur, puis il est mort 24 heures après, ça n'a pas été vraiment une excellente idée, mais le poussin a été enterré 18 fois.
Ce qui fait que c'était ça, c'était tout ce bagage-là d'une forme de spiritualité, d'un à côté, d'une marginalité qui, lui, me fascinait, mais dans comment on le racontait, et non pas comment il était subi par les gens. C'était un peu comme la première scène de théâtre. Absolument. Ben, c'est une scène. L'autel, l'Eucharistie, l'église, c'est une scène. Le sacrifice, et puis... Soudainement, le prêtre arrive avec son costume, puis il a l'ostensoir, il se promène avec ça, puis ça fait « Je comprends pas le code, là, t'es foutu, là. Mais tout ça, au début, je ne le comprenais pas trop. Mais après, j'ai fait le séminaire aussi, pendant 4 ans. Et encore là, toute la codification est allée encore plus loin. Et non, je n'ai pas pensé devenir prêtre. Ma mère me disait toujours, si tu te demandes si tu veux devenir prêtre, dis, tu y réfléchis. Ils vont te garder longtemps. Mais c'est la meilleure école à l'époque. Alors, ouais. Mais comment on devient un artiste? Pourquoi? Oh mon Dieu, avec le temps, j'ai eu comme différentes interprétations à différentes époques de ma vie. Parce que cette question-là est souvent posée. C'est une question qu'on ne se pose pas, nécessairement. Mais je pense que tout d'abord, j'ai quelqu'un qui a 12, 13, 14 ans qui a envie de devenir artiste, premièrement, il a envie d'être aimé, il a envie d'être dans la lumière. Ça, c'est une des choses qui ne s'articule pas par aucune forme d'interprétation intellectuelle, à part que c'est un besoin vraiment essentiel et très fort de vouloir être dans la lumière. Après ça, je pense que le fait d'être homosexuel dans un monde quand même, on se replace dans les années quand même 70, de découvrir qu'on l'est, qu'on aime les hommes, alors on devient un peu, je dirais, artiste par le fait même, parce qu'on devient mythomane, dans le sens qu'on s'invente tout un monde pour poursuivre dans une réalité. J'avais dit dans Tom à la ferme, les homosexuels apprennent à mentir avant d'aimer parce qu'il n'y avait pas de code, il n'y avait pas de... C'était tabou. Alors, ce qui fait qu'il y a tout un monde à côté qui s'installe. Un monde de fantasmes, de fabulation, où même moi, j'ai dérapé, je pense, entre 15 et 17 ans, où je suis vraiment devenu un mythomane extrêmement sévère. Où je mentais. J'avais inventé une autre vie qui était la mienne et je la pratiquais dans la réalité. Mais est-ce que ça vous a aidé justement à créer des œuvres? C'est formidable comme expérience. Ah oui, parce que des œuvres, c'est de la mythomanie. Oui, parce que quelque part, oui, tu crées des faux personnages, tu te crées une autre identité. C'est formidable par rapport au travail du théâtre parce que c'est toujours moi et mon double. C'est un travail, comme je dis souvent, qui est empreint d'une grande schizophrénie, parce qu'on entend des personnages à journée longue, là. On leur parle. Alors, oui, je pense que ça a été formateur. Tout ça, je pense, est formateur. Je ne suis pas capable comment je peux dire, de regarder le passé avec un jugement moral ou... Non, tout ça m'a formé. Ça a été dur, je pense, pour les gens à qui j'ai menti. Mais on s'est réconciliés après. Ils s'en remettent. Il y a toujours des travestissements dans votre théâtre. Il y a des faux semblants. Il y a des jeux de miroirs. On dirait que vous êtes un prestidigitateur du théâtre. Qu'est-ce que vous voulez escamoter? Escamoter, qu'est-ce que je vais escamoter? Je pense qu'au départ, il y avait dans l'idée du jeu, de ne pas être soi, mais d'être quelqu'un d'autre, il y avait là-dedans une forme de fuite. Et je pense qu'elle est restée fondamentale dans mon travail. Je n'ai pas, avec le temps, véritablement parlé de moi. J'ai parlé d'un double de moi. Il y a des auteurs, c'est pour ça peut-être aussi je ne fais pas de romans, il y a des auteurs qui ont eu cette espèce de talent-là d'être capables de regarder leur vie avec presque une précision chirurgicale. Moi, j'ai été beaucoup plus dans l'intuition et le fantasme plutôt que dans un regard véritable sur mon existence. Je pense par contre qu'en vieillissant, j'ai envie de me réconcilier avec ça. J'ai envie de me réconcilier avec avec une partie de moi-même, je dirais, sans tomber dans une psychanalyse. Là. Mais effectivement, les faux fuyants, le mensonge, le travestissement,
Pourquoi, exemple, écrire sur Sarah Bernard ou écrire sur Christine de Suède? C'est parce que je me reconnais plus là-dedans à ce moment-là, quand je l'ai écrit, que de me reconnaître moi à 40 ans ou à 50 ans. Hein. Mais c'est sûr qu'on finit à quelque part beaucoup par parler de soi, mais on laisse ça aux exégètes. Mais en même temps, souvent, la création vient d'une blessure fondamentale. Puis, par quel bout on l'apprend? J'ai déjà touché quand même une fois à cette blessure-là quand j'ai écrit l'histoire de loi, où j'ai vraiment été là, j'ai été puisé dans cette blessure. Mais comment on l'apprend? C'est parce que j'ai une pudeur fondamentale qui est que j'ai toujours eu un problème avec le monde qui vont s'épancher sur la place publique. Puisque ça se dit. J'ai un côté protestant, je pense, plus que catholique. Dans le sens que j'ai une gêne de faire en sorte que le moi devienne la création. Il est arrivé à des moments donnés où j'ai été face à un projet particulièrement où je devais parler... Comment je dis? J'avais décidé un peu de parler d'une blessure, en tout cas, de quelque chose qui m'affectait. Et ça a fait, non, si je fais ça, je vais devenir monsieur ça. Et ça ne m'intéresse pas véritablement. Ça m'intéresse plus de raconter une histoire, non pas pour plaire aux gens, non pas parce que mes histoires sont quand même assez... Oh mon Dieu, j'ai une anecdote pour vous autres. Il n'y a pas longtemps, il y a une collection, j'espère qu'ils ne sont pas danseurs, il y a une collection de livres pour enfants qui m'ont approché, puis on dit, on aimerait faire quelque chose sur les auteurs célèbres au Québec. Et j'ai dit, pour enfants? J'ai dit, comment vous allez raconter mon travail? Tu sais, qu'est-ce que tu veux? Je tue du monde à coups de pelle. La Pépélopia, il a baisé avec ses deux filles. Valie et Simon sont tout nus dans un bain. Comment vous allez raconter ça aux enfants? Tu sais, Valie tue sa mère dans le bois. Comme, ça ne se raconte pas. Bon, alors ce qui fait que j'ai toujours été dans un monde plus de transposition que de toucher au moi. Mais en vieillissant, il y a des barrières qui tombent, je pense. Les prochaines œuvres seront peut-être un peu plus personnelles. Votre théâtre est plutôt dramatique, mais l'histoire de loi qui s'adresse aux enfants est plus catharsique, c'est-à-dire qu'elle s'en va vers une guérison. Elle apporte une guérison même aux spectateurs, aux petits spectateurs. Il y a une marionnette et tout. C'est vraiment formidable. Et puis, est-ce que ça s'adresse aussi à l'enfant en vous? Il est évident que lorsque les deux mondes m'ont approché pour écrire une pièce pour enfants, j'ai dit, écoutez, surtout, il y a comme une forme de spécialité au Québec du théâtre pour enfants. Il y a comme tout un... Puis je me sens un peu, comment je peux dire, un fumiste là-dedans. Puis finalement, j'ai accepté en disant, si cette pièce-là peut cadrer dans ma propre démarche, dans mon discours, j'accepte. Parce qu'on a quand même monté un spectacle. J'ai écrit une pièce quand même qui s'adressait qui parlait de la transmission de la violence et de la maltraitance. Et je ne m'adressais pas vraiment à moi, je puisais dans des choses que je connaissais, mais je voulais absolument parler à d'autres enfants. La pièce a eu autour de 500 représentations, a été jouée dans 34 pays. Nous avons dû rejoindre environ de 500 à 1000 enfants qui ont pu être identifiés à travers l'histoire de loi. Et ça, je trouve que je ne me suis pas adressé à moi, je me suis adressé à d'autres enfants. Et par le biais de la pièce, on a pu identifier tous ces enfants-là. Parce que dans plusieurs des classes, il y avait des discussions après. Et on s'apercevait que certains élèves en savaient plus sur Maurice que Maurice lui-même, le personnage. Alors, ce qui fait, ou encore des enfants qui étaient très, très en rébellion par rapport à la pièce. Fait que voilà, je trouve que j'ai plus parlé à d'autres enfants. Donc, il y a une fonction sociale aussi au théâtre. Oui, mais il y a une différence entre partager, si on peut dire, une vision du monde, partager des questions, qu'aller à messe. Parce que je trouve qu'il y a quand même quand on dit théâtre, fonction sociale, j'ai tout le temps peur, puis des fois on le subit aussi, dans le sens que le sujet est tellement frontal que j'ai l'impression que je vais à la messe. Dans le sens que je vais assister à 2 heures de représentation qui vont me dire bon, on est contre le froid pour le chaud. On est pas mal tous d'accord, là. Ce qui fait que avec le temps, j'ai découvert qu'il y avait une vocation sociale. Dans le sens que, au départ,
Je voulais absolument pas, je refusais d'être catalogué comme auteur homosexuel. Il y avait eu d'ailleurs une importante anthologie qui avait été faite aux États-Unis qui voulait mettre 2 scènes des Foluettes et j'avais refusé. Je me refusais à être, j'arrêtais pas de le dire dans toute la promotion face aux Foluettes en disant c'est une histoire d'amour, on ne dit pas que Roméo et Juliette, c'est une grande histoire hétérosexuelle. Je n'ai pas envie qu'on dise que Vallier-Simon, c'est une grande histoire homosexuelle. Je me refusais à l'étiquette. Avec le temps, et avec les témoignages aussi que j'ai reçus par beaucoup de jeunes hommes, l'impact qu'a eu les Foluettes ou encore d'autres de mes pièces, présentement, c'est beaucoup de Tom à la ferme, fait en sorte que oui, il y a ces vecteurs de changement social, ou du moins en tout cas de rassurer les marginalités de certaines personnes, de les aider à poursuivre, de leur dire qu'ils ne sont pas seuls, de créer le dialogue. Alors j'ai comme accepté que oui, ça pouvait l'être. Mais de travailler une pièce en disant, peut-être l'histoire de Loi est un cas à part, mais dans les autres pièces, non, il n'y avait pas de volonté de voir changer le monde. J'ai toujours dit à une époque, parce que ça a changé depuis, mais le véritable challenge politique en tant qu'auteur est beaucoup plus d'aller faire du théâtre d'été que d'aller faire une pièce au Katsu. Au fond, le théâtre, est-ce que justement ça s'adresse à qui? Ça s'adresse aux gens. En quoi c'est une voie royale pour avoir les... Une voie royale? Une voie royale. Bien, il y a plusieurs angles à votre question. Je dirais d'une part que c'est un des rares endroits encore, c'est l'Agora dans la cité, où on accepte d'être un groupe, une communauté dans le noir, et de partager en même temps quelque chose qui se passe réellement devant soi. On peut dire du cinéma, on peut dire de l'opéra, on peut dire, mais c'est pas pareil comme le théâtre. Le théâtre, c'est le seul lieu encore pour moi où il est possible que le silence existe, mais que le bruit du silence existe aussi. Il est possible encore au théâtre, je trouve, de faire en sorte que le dialogue, et je dirais dans un terme plus noble, la communion existe entre la scène et la salle. C'est formidable de voir une salle silencieuse. C'est formidable de voir un moment suspendu au théâtre où, à quelque part, il y a un choix qui sera fait et la salle est en train de participer à cette décision-là. C'est pour ça que je trouve que c'est encore une voie royale. Je trouve que les acteurs au théâtre sont des guerriers des temps modernes parce que entreprendre ça, et à répétition des textes qui sont... Je ne sais pas c'est quoi le muscle qu'ils ont dans le cerveau pour arriver à mémoriser tout ça. Fait qu'il y a quelque chose d'unique, je trouve, au théâtre, que quand tu vis un moment de théâtre particulier, c'est une empreinte formidable. Puis d'un autre côté, la voie royale, c'est que c'est un art extrêmement compliqué parce que de l'écriture jusqu'à la représentation, je le dis souvent, c'est une démarche vers l'autre. C'est les accidents artistiques, c'est la bataille avec les égos pour arriver à une seule chose, qui est à dire une communication extrêmement complexe entre l'auteur qui abandonne sa pièce dans les mains d'un metteur en scène d'une équipe, le metteur en scène qui abandonne sa vision dans les mains de ses concepteurs et tout. Pour moi, c'est un art d'une grande générosité. Vous êtes le dramaturge de la mémoire, c'est-à-dire que la plupart des pièces de Michel-Marc Bouchard vont s'ancrer dans un passé plus ou moins récent, parfois relativement éloigné. Et ce passé-là va éclairer le monde contemporain. Donc c'est à peu près toujours avec un recul que les vérités éclatent. OK? Et comment on devrait, au Québec, justement réinvestir, retrouver notre mémoire? Parce que des fois, on a beau être, ça veut dire « je me souviens », là, souvent on ne se souvient pas, puis dans les pièces dans vos pièces, on se souvient. Est-ce que c'est aussi une nécessité? Parce que c'est quelque chose dont le Québec a besoin, justement, de retrouver ses sources. D'une part, je dirais que nous sommes face à la fiction et face à l'histoire, toujours à la merci des peuples impérialistes et des peuples qui ont gagné la guerre. Ce qui veut dire qu'il est très difficile pour nous de re-questionner notre histoire, alors qu'il y a des pans de l'histoire.
puis sans que ce soit poussiéreux, mais il y a des fous comme, on s'en est déjà parlé, mais Cavalier de la Salle, ou encore Jean Nicolette, ou encore, même Jeanne Mance, il y a de quoi faire sur elle. C'est formidable dans le sens, c'est ces espèces de héros. Mais comme on n'a pas gagné la guerre, on n'en parle pas. C'est qu'on a, je veux dire, les héros d'ailleurs, ça énormément. Et il n'en demeure pas moins que, tu sais, quand j'aborde l'histoire, j'ai toujours dit que je travaillais avec des lentilles focales, dans le sens qu'au départ, tout le monde voit Québec, 1905, la Divine Illusion, le séminaire, bon, Sarah Bernard s'en vient. Après ça, le monde s'aperçoit qu'ils sont comme dans l'histoire, ils ne sont plus dans le décor et des costumes. Après ça, ils s'aperçoivent que depuis le début, je parle d'eux autres. Fait que c'est comme, et notre histoire, c'est un matériel extraordinaire qui a besoin aussi d'être retravaillé, des fois dans une perspective non pas nationaliste, mais de faire en sorte que nous avons des héros, nous aussi. Souvent, on va prendre nos héros, exemple au cinéma, on a travaillé sur on aime bien les héros populaires. Tu sais, on a fait la Bolduc, on a fait Louis Cyr, mais il y a d'autres héros formidables qui méritent. Mais on dirait tout le temps que nos héros sont perdants, alors qu'ils n'ont pas toujours été perdants. Alors, j'ai jamais été véritablement un nationaliste avoué. J'ai pas mal bourlingué ces deux côtés de la clôture, là. Mais il n'en demeure pas moins que mon histoire, qui est, au moment où on se parle, jouée à quelque part au monde, est quand même transportée. C'est ça que j'amène ma culture, mes référents, tout ça sont amenés ailleurs. Et de ce sens-là, ils apparaissent comme étant des gagnants d'ici, en tout cas. On dit que le théâtre et le cinéma québécois sont beaucoup ceux de la quête du père. Puis peut-être que le père représente le territoire perdu, puis peut-être que dans l'inconscient collectif, c'est la Nouvelle-France. Mais dans le théâtre de Michel Max, il y a la quête de la mère. Tu sais. C'est assez différent des autres parce que c'est remarquable comment à peu près tout le monde cherche le père, puis lui cherche la mère. Peut-être c'est la même chose, mais ça se décline différemment. Je dirais qu'il y a une filiation pour le moment avec l'œuvre de Tremblay. Tremblay aussi est dans la quête de la mère. Je ne pense pas qu'il est dans la quête du père. Là, quelques scènes. Je dirais que le fait que... Tu sais, tantôt au début, on a parlé des conteurs, mais on aurait dû plus parler des conteuses, que la parole était vraiment... j'ai vraiment été élevé par des femmes qui parlaient. Ouais. Un peu comme Tremblay, sa mère. Bien, je vais aller même plus loin, Louis Aymon avec Mme Bédard. Il y a comme eu cette transmission-là des conteuses. Par rapport à la mère, parce que, comme je fais un théâtre beaucoup qui est de l'intime, je dirais le territoire intime est avant tout celui de maman que celui de papa. Même d'ailleurs, comment j'ai dit ça, j'ai quasiment dit ça comme un gars de Québec, alors je devrais dire papa, maman, pour vraiment représenter ma région et ma maman. Parce qu'il vient du Lac-Saint-Jean. Ouais. Alors, oui, puis c'est comment je puis dire, la tradition même du théâtre, en gros, a quand même été beaucoup plus inspirée par les personnages de femmes qu'elle était inspirée par les personnages d'hommes. On se parlait de l'opéra qui joue présentement à l'Opéra de Montréal, ça fait 2 opéras présentement à la suite de l'autre où on a 18 minutes de femmes hystériques. C'est formidable. C'est formidable. Oui, ils ne viennent pas du Québec. Ils ne viennent pas du Québec, mais dans le sens que c'est quand même au-delà du Québec. Je pense que la figure maternelle est une des figures les plus importantes de la dramaturgie. Au départ, il y en a même une qui a tué ses enfants, il y en a une je parle de la tragédie grecque, bien sûr. Mais est-ce que justement, toutes les... parce que, au fond, bon, vous venez de la tradition orale, qui avait aussi un sens de la réplique, où les gens devaient parler, d'après ce que je comprends, ils criaient tout le temps, puis il fallait que c'est le plus fort, le plus fort de la poche, celui qui parlait le plus fort, qui avait la meilleure répartie, c'est lui qui, au fond, qui était ovationné. Donc, je comprends que c'est aussi une école pour écrire des répliques, tu sais. Tu sais, c'est la meilleure école. J'ai pas eu de cours de réplique, là. J'ai vraiment... Je suis tombé dedans. Ben oui, on est tombé dans la marmite. Mais après ça, comment ça s'est passé au collège? Je sais que ça s'est plutôt bien passé, finalement. Au collège, très bien, parce que j'avais une arme, j'avais l'humour. Ce qui fait que tout le monde avait envie d'être à côté de moi parce que j'étais drôle. Et très, très tôt, j'ai commencé à faire du théâtre.
Je m'occupais de la troupe du séminaire. Puis, ce qui fait que j'ai comment je peux dire, donc une vision très heureuse de mon adolescence, à part le fait que je ne pouvais pas dire publiquement que j'aimais tel garçon ou tel garçon, mais même par rapport à l'homosexualité, puis je pense que je l'écris en partie dans les feuillettes, j'ai vécu de véritables histoires d'amour et assumées des deux côtés à l'âge de 13, 14, 15, 16 ans. Et en plus de ça, bien, comme j'étais à la campagne, comme on avait un chalet, comme on avait une plage, comme on avait un champ chez nous, bien, disons que les images que je me garde de mes premières baises sont assez idylliques. Alors, ce qui fait que j'étais assez heureux, à part le fait qu'effectivement, je ne pouvais pas publiquement... je suis en train de dire ça, moi, là? Et oui, mais est-ce que On part nous autres? Il y a du monde, là. Mais est-ce que le secret, depuis toujours, n'est pas un grand moteur de la dramaturgie? Ben absolument, puis c'est un moteur extrêmement ludique, parce que si, je veux dire, tu partages le secret avec le public et le public attend qu'il soit révélé, c'est extraordinaire. Tu ça peut être comique ou tragique, le secret, mais c'est là, tu sais. Mais, exemple, je pense que, je veux dire, j'ai jamais fait... je n'aurais pas dit du minage, mais je ne me suis jamais autant amusé d'une certaine façon à permettre à ce que les personnages parlent presque d'une façon tchécovienne, mais en québécois. Dans la dernière pièce, La nuit où Lord Godreau s'est réveillé, parce que tout repose sur un mensonge qui sera révélé, la vérité sera révélée à la fin de la deuxième partie. Ce qui fait que, et à partir de ça, ben, mais sauf que pendant l'heure 40 avant que dure le spectacle, il y a aussi, c'est un ressort pour moi dans les Muses orphelines, parce que Isabelle est détentrice d'un secret, mais qui lui donne une force d'émancipation extraordinaire. Ce n'est pas nécessairement constant tout le temps, parce que je n'ai pas touché au secret ou au mensonge dans Christine Reine Garçon ou dans La Divine Illusion. Dans Tom à la ferme, oui, j'ai uniquement fonctionné sur la loi du pire, c'est-à-dire le mensonge en amène un autre, en amène un autre, en amène un autre. Le cinéaste qui était le plus adapté au cinéma. Ouais. Le cinéaste québécois, le dramaturge québécois qui était le plus adapté au cinéma, c'est lui. Il n'y en a pas d'autres. Et puis, même à l'opéra, bon, il y a eu toutes sortes d'autres fractionnements de votre œuvre. Puis comment vous vivez avec les différents langages, finalement? Je dirais que vous avez parlé de fractionnement. Je pense que chaque cas était unique. Il est très difficile de sortir, de tracer une ligne par rapport à tout ça. Au départ, je crois que dès qu'il y a eu les premières invitations à travailler au cinéma, ça a été les feuillettes. Ben pour moi, c'était fascinant. C'était un monde lequel je voulais toucher. Et en même temps, je disais, c'est intéressant parce que c'est une forme de... On va prolonger l'œuvre. C'est-à-dire que on va décloisonner le lieu de théâtre, on va le mettre, ils vont être vraiment ils vont jouer dans des lieux où on peut faire du 360 avec la caméra, où on peut aller chercher des intimités, on peut chercher des silences. Et ça a été une motivation, mais j'ai découvert qu'avec le temps, par contre, il y avait aussi un côté control freak, dans le sens que j'avais de la difficulté, comparativement au théâtre, à abandonner l'œuvre au cinéma, dans le sens que c'est comme au théâtre, l'interprétation ou la signature du metteur en scène, il y aura les metteurs en scène, il y aura les signatures. Mais au cinéma, tu sais qu'il y aura une version. Et de ce sens-là, je pense que j'avais un côté très contrôlant par rapport à ça. Ce qui fait que, oui, c'était fascinant de voir l'œuvre adaptée, mais encore là, tributaire d'une seule interprétation. Quand il y a eu le cas des Muses orphelines, j'avais comme décidé, je ne scénarise pas. Et c'était Gilles Desjardins qui était scénariste sur ça. Et l'erreur, je pense, d'une certaine façon d'écriture, c'est qu'ils ont trop voulu respecter la pièce originale. Au fond, ils ont fait comme vous auriez fait. Comme j'aurais fait. Puis même, je disais, ben, allez-y. C'est sûr que quand quelqu'un, un autre scénariste, est dans ton œuvre, tu as l'impression vraiment que quelqu'un chez vous est en train de changer les meubles de place, la tapisserie, le tableau, puis tu es là en plein milieu, puis tu regardes tout ce qui se passe. Il n'en demeure pas moins que je disais, mais allez-y plus loin, alors qu'il y avait à ce moment-là
trop de respect face aux répliques et tout, ce qui fait que dans l'œuvre, ça donne des fois des répliques de théâtre. Alors que ça a été avec Tom à la ferme, avec Xavier Dolan, ça a été autre chose totalement, dans le sens qu'on devait écrire à quatre mains, on le fait en partie, mais Xavier, un moment donné, a cassé le moule, a décidé, il parle de même, après ça, moi, je dis, il ne parle pas nécessairement de même. Après ça, on a eu des allers-retours qui ont été assez extraordinaires en passant. La seule chose sur ce monde-là, c'est la position éditoriale. Plusieurs des réalisateurs qui étaient aussi, comment je veux dire, intervenaient d'une certaine façon sur le scénario, ont changé les fins. La fin de Tom à la ferme n'est pas la même que dans la pièce, Les Feluettes, ce n'est pas la même fin. Les Muses-orphelines, par contre, c'est la même fin, mais il y a d'autres histoires où ce n'est pas vraiment la même fin. Puis à un moment donné, j'étais obligé d'abdiquer par rapport à ça. C'est que c'est comme, exemple, Tom à la ferme de Michel-Marc Bouchard devient Tom à la ferme de Xavier Dolan. Et la fin est quand même l'éditorial de l'artiste, du créateur, de l'œuvre en soi. Alors, ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de discussions sur comment ça devait finir, en me disant des fois qu'il y a des choses, oui, qui appartiennent peut-être au théâtre, dans le sens que, oui, au théâtre, ils peuvent mourir, puis dans 3 minutes, ils vont venir saluer avec un sourire. Alors qu'au cinéma, qu'est-ce que tu veux? Ils ne saluent pas. Alors, ce qui fait que, tu sais, mais ces passages-là ont été, je ne sais pas, ils assurent une certaine immortalité de l'œuvre et des fois une curiosité pour l'œuvre originale. Fait que ça, il y a beaucoup de gens qui, suite au film, ils ont connu le film, ont découvert que c'était une pièce et ont décidé de lire la pièce. Est-ce que c'est pareil au cinéma? Parce que moi, j'ai vu les Feluettes à l'opéra. Je veux dire, moi, j'ai vu les Feluettes à l'opéra aussi. Est-ce qu'il y a eu un retour? Est-ce que les gens sont revenus à la pièce après? Comment ça s'est passé? Plus avec les films, on dirait, parce qu'ils ont à l'opéra, surtout que je veux dire, là, c'est un cas unique, on a joué quand même 4 soirs à l'opéra de Montréal. Beaucoup de monde connaissait déjà la pièce, donc on était un peu en terrain connu. Et la pièce, comme j'ai fait le scénario, ben, le livret, c'est-à-dire de l'opéra, ben, je suis resté un peu dans le même cadre. Mais c'est plutôt en cinéma que oui, il y a des retours. Et c'est une carte de visite aussi extraordinaire parce que les films voyagent et par le fait même, ben, les gens découvrent la pièce et elle est montée. Vous êtes un des premiers à avoir parlé des abus des prêtres dans les Feluettes. Puis la Divine Illusion, il revient 25 ans plus tard. Mais je pense que c'est très important. Je pense même que c'était avant les Boys de Saint-Vincent, tout le scandale qui a eu à Terre-Neuve. Donc vous êtes un précurseur là-dessus. Comment ça a été reçu à l'époque? Parce qu'il y avait une chape de silence, vous étiez au Lac-Saint-Jean. Je dirais que dans les Feluettes, il n'y a pas vraiment une charge sur les abus comme tel, parce qu'il n'y a pas de prêtre qui abuse là, comme tel. Je dirais que c'est plus évident dans la Divine Illusion, où il y a vraiment un abus très clair de la part d'un prêtre. Je dirais que dans le côté précurseur, il y a plus eu des choses comme, exemple, La contre-nature de Chrysippe Tanguay, écologiste. Je peux répéter le titre, si vous voulez. Qui a été montée, ma première pièce montée par Brassard, André Brassard. Pour ceux qui ne le connaissent pas, André Brassard a été... Monument. Monument, un des plus grands... Qui était avec Tremblay aussi. Un des grands hommes de théâtre qu'on a eu, et c'est aussi, je dirais, le géniteur aussi de Tremblay. Alors, j'ai eu la chance de faire 3 pièces avec lui, alors que j'étais très jeune. Quand on a monté La contre-nature de Chrysippe Tanguay, écologiste, c'est qu'on a parlé, à quelque part aussi, de l'abus dans les écoles. Mais en même temps, écoutez, l'histoire, c'est quand même, on est en 1982. C'est l'histoire d'un couple homosexuel, marié, qui font une demande d'adoption. En 1982. Ce qui était complètement une affaire fantasmée totalement. Et finalement, que oui, et les gens le prenaient comme un fantasme hors temps, même pas comme de l'anticipation, comme de quoi que ça n'existera jamais. Alors oui, de ce sens-là. Mais par rapport aux prêtres et tout, comme j'ai jamais voulu être véritablement anticlérical, dans la Divine Illusion, tu as le prêtre qu'on ne voit pas, qui abuse le jeune garçon, et tu as l'autre qui aide le jeune garçon à devenir l'artiste qu'il doit devenir. Mais en même temps que oui, il y a une affection pour lui, mais jamais il abusera de lui. Alors, ouais. Quand vous êtes arrivé vraiment sur la scène montréalaise,
c'était un moment de bouillonnement, OK? Il y avait eu Tremblay qui avait déjà fait des pièces homosexuelles, puis là, ça commençait tout juste avec Being Atom, là. Mais vous êtes arrivé exactement à ce moment-là où les gens commençaient à être prêts. Il y avait le féminisme qui naissait, mais et puis, il y avait aussi le mouvement pro-libération des homosexuels qui se sentait dans le placard depuis X générations. Donc, d'arriver dans ces moments-là de libération, qu'est-ce que ça... Est-ce qu'on se sent une responsabilité? Comment ça fonctionne? Non, pas du tout, parce que je ne me suis pas senti de responsabilité. Moi, tout ce que j'avais envie, c'est d'écrire une grande histoire d'amour dans laquelle l'histoire d'amour qu'on ne m'avait jamais racontée. Voilà. Puis pour faire les recherches, j'ai même recherché dans les monographies régionales, dans des annales, et tout ce qu'on trouvait documenté chez les homosexuels, c'était soit la folie ou soit incarcéré. C'est les seules preuves qu'on avait, les seuls documents qu'on avait. À travers l'Occident? Ben non, à travers chez nous. Moi, c'était important que je cite ça. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Il y avait juste... bon, bien sûr, il y a l'histoire du premier bourreau de Montréal, mais ça tient à 3 lignes. Là. Premier cas d'homosexualité documenté. Vous irez voir Cité Mémoire, si vous avez le temps, c'est encore là. J'allais dire, je pense qu'il y a eu... Je fais une autre interprétation de ce moment-là entre Normand Charette, qui a écrit Provincetown Playhouse, René Daniel Dubois avec Being Atom, et moi qui est arrivé après ça avec Les Foluettes. Il y avait, comme vous venez de le dire, le féminisme était très, très fort à ce moment-là. Et il y avait comme un malentendu à la scène, qu'on ne pouvait plus parler d'amour entre hommes et femmes. Il y avait comme, on aurait dit que tout ça était comme tabou. Arrivent les homosexuels qui vont parler d'amour. Tu sais, la pièce, quand même, Les Foluettes, le sous-titre, c'est « Ou la répétition d'un drame romantique ». Et moi, ça, quand je l'ai travaillé, j'en parlais avec Brassard. De Brassard, je prends les formes du théâtre populaire, dans le sens que je vais aller vers le mélo, je vais aller vers Marquise Angélique des Anges. C'est-tu comme ça? Non, Angélique Marquise des Anges, écoute. Des romans savons, puis en même temps, je vais apporter du baroque, je vais apporter une dimension carcérale pour faire en sorte que le spectacle se lie à plusieurs couches, mais on va créer une véritable émotion. Puis il y a le théâtre dans le théâtre. Il y a le théâtre dans le théâtre. Puis en plus de ça, j'étais pas vraiment, étant à Ottawa, j'étais pas vraiment dans un grand mouvement LGBT, là. Un petit. Je pense qu'il était 12 dans l'association gay. Il était 12, si on avait pu lui mettre un triangle rose, on l'aurait fait. Là. Ce qui fait que c'était pas vraiment dans cet ordre-là. D'ailleurs, Brassard m'avait demandé, parce que Brassard dirigeait le théâtre français du Centre national des arts à l'époque, et moi, j'étudiais à Ottawa. Je venais de finir mes études à Ottawa. Puis on prenait l'autobus pour venir à Montréal. Puis il me dit, te rends-tu compte du courage que ça te prend? Je dis, André, c'est pas une question de courage. Je dis, c'est une question d'intégrité. Puis tant mieux si mon époque me le permet. C'est tant mieux si mon époque est peut-être... Parce qu'il dit, tu sais, on va commencer à Fred Barry, puis tu vas voir... pas sûr qu'on aille bien loin après, puis tu vas voir, ça va être le festival de la moustache puis du perfecto. Vous savez, c'est quoi un perfecto? C'est une petite veste de cuir de l'époque avec le... Bon. Puis tu vas voir, ça va être cuirette pas mal dans la salle. Mais c'est pas ça qui est arrivé. C'est pas ça qui est arrivé. C'est devenu un immense succès populaire. Et après ça, ben, on est passé, comme je dis souvent, de Fred Barry au TNM en l'espace d'1 an. Là. Après ça, la pièce a voyagé. Et en plus de ça, moi, comme je n'habitais pas à Montréal, je ne connaissais rien du show business montréalais. Je ne suis pas un montréaliste, dans le sens que je ne suis pas un montréaliste. Et en plus de ça, je venais de finir l'université, j'avais des prétentions intellectuelles, je les ai encore, mais j'avais des prétentions plus fortes encore à ce moment-là intellectuelles. Et finalement, moi, je suis arrivé dans ce monde-là où il y avait un gros succès populaire. Je ne vivais pas ici, je vivais chez un ami. Et j'allais dans des soirées, tout le monde était mon ami, soudainement. Franck Freluche était mon ami. T'as-tu des vrais Janine amis, Chiteau était mon ami. Jean-Louis Millette était mon ami. J'étais là. Tout allait trop vite. Puis en tant qu'universitaire, j'avais toujours, comment je peux dire, donc, tout ce qui était, j'étais snob, tout ce qui était succès populaire ou succès qui était comme, c'est pas normal, c'est pas bon, tu vas voir. Puis avec Brassard, au bout de, puis les critiques avaient été dithyrambiques, Brassard
me demande un moment donné d'un party où je filais pas. Il dit, tu files pas, hein? Ah, je dis non, moi, je viens de me faire frapper par une vanne. C'est quoi cette affaire-là? Là? Écoute, je dis, moi, je pensais faire carrière, je viens de me cogner la tête au plafond. Et Brassard m'a répondu, écoute, si tu les crois pendant qu'il te dit que tu es un génie, aie la décence de les croire lorsqu'ils te diront que tu es un imbécile. Ça fait, OK. Ça a relativisé les affaires. Mais est-ce qu'ils te l'ont dit que tu étais un imbécile? Ah, quelques années après, oui, ils ne sont pas gênés. Oui, oui, on ne le nommera pas, mais... C'était désagréable. Robert... Robert qui, donc? Qui m'avait mis là, puis après ça, ouh! Mais en fait, le lac Saint-Jean, il sert beaucoup d'épicentre du monde. C'est mon Péloponnèse à moi. C'est ton Péloponnèse. Et puis, au fond, comment justement on réussit à travers un noyau familial, un centre du monde qui est la région d'Alma, comment on réussit justement à atteindre l'universel? Premièrement, comme le dit Isabelle dans Les Muses orphelines, je vais m'auto-citer. Va. La plus belle affaire dans une famille, c'est de savoir aussi la quitter. Et de ce sens-là, le fait de partir quand même très tôt de ma région a fait en sorte que, comme Christine, j'ai encore m'auto-cité, comme elle dit plus tard, est-ce que c'est mieux d'aimer son pays de loin et savoir mieux l'apprécier que d'y rester? Alors, ce qui fait que, oui, mais je l'ai traîné avec moi parce que, comme je dis, c'est mon Péloponnèse à moi, dans le sens que c'est une région qui est le lac Saint-Jean. C'est une région quand même qui a été assez longtemps isolée, mais il faut encore faire 2 heures quelque chose de forêt pour s'y rendre. Il y a une culture populaire qui a été, c'est sûr, comme n'importe quel... C'est moins isolé maintenant à cause de la télévision, des médias, du net et tout, mais longtemps, c'était une langue en soi, une culture populaire en soi, et chaque village était, si on peut dire... tu sais, on avait... toutes les grandes villes d'Athènes étaient là. Toutes les grandes villes, c'est-à-dire de Grèce étaient là, dans chaque village. Puis tu avais ton homme fort, tu avais la madame qui parlait trop, tu avais celle qui avait cocufié, tu avais une histoire dans chaque place. Et chaque place avait son espèce de, comme je dis, de mythologie. Alors, de ce sens-là, j'ai écrit sur quand même Roberval, Alma, Saint-Méthode, Saint-Ludger de Milo. Puis aussi, dans une espèce de torrent pour les... La fabuleuse? Non. Non, je ne sais pas si c'est pas la fabuleuse. La pièce avec... Hein? Les manuscrits du déluge qui se passent au Saguenay. Non, la pièce avec les gars, là, le chemin des passes dangereuses. Le chemin des passes dangereuses qui se passe... tu as Saint-Ludger de Milo, après ça, tu as le chemin des passes dangereuses, l'endroit où on ne veut pas mourir. Alors, oui, j'ai comme travaillé avec cette... Puis la dernière pièce, ça se passe à Alma. Ben oui. Puis encore une mère qui n'était pas un cadeau. Ben là, elle est pas mal morte, là, dans le rigolo. Ben oui, mais les souvenirs, ils en parlent de la mère, là. J'en parle. Est-ce que j'en parle? Ben, c'est sûr que... Les autres, ils en parlent. Une amie m'a dit, Suzanne Jacob, pour ne pas la nommer, m'a dit, tu sais, elle dit, écoute, c'est l'histoire de mère la plus terrible que j'ai jamais vue. Elle dit, écoute, ils sont en train d'y jouer d'un trip, là. Il dit, faut-tu qu'il l'haïsse à ce point? Je dis, mon Dieu, j'ai jamais vu ça de même. Moi aussi, je pensais qu'il l'haïssait. Ah non, il l'haïssait. Non, il l'embaume. Oui, mais non, j'ai pas vu de haine comme telle. Mais non, pour moi, c'est ça, que la région a été pour moi extrêmement inspirante. Et aussi, je dois dire que tout auteur au Québec, tout auteur en théâtre au Québec se pose toujours la question avant de commencer une pièce, en quelle langue je l'écris. Et c'est fascinant, ça, ce rapport-là, affectif ou non, conceptuel ou non, qu'on peut avoir avec la langue. Ce qui n'est pas le cas d'un Français ou ce qui n'est pas le cas de... À moins qu'il parle patois ou qu'il y ait du patois. À moins qu'il fasse... Si un Français écrit en patois, je peux dire qu'il ne sera pas joué longtemps. Dans le sens qu'ici, on se pose cette question-là. On a un rapport à la langue qui est particulier. Les différents dialectes portent en eux une affectivité, je dirais. Alors, ce qui fait que le premier geste que tu poses, que je suis en train d'écrire présentement, et c'est comme, bon, là, je suis très québécois. Là, après ça, quelqu'un arrive avec un concept, ça fait, bon, est-ce qu'il est plus intéressant que le personnage soit
Puis à quelque part, OK, je vais essayer d'amener ce concept-là en langue québécoise, ça donne, bon, OK, je suis en train de perdre telle valeur de mots. Alors, ce qui fait qu'on a et je peux prétentieusement parler pour tous les auteurs québécois, on a ce rapport-là avec quelle langue parle mon personnage. Mais je sais que dans les Feluettes, il y a 5 niveaux de langage. C'est pas rien, là. Donc, au moment de la conception de la pièce, est-ce que les niveaux de langage sont déjà établis ou si ça se fait après? Ou... Ça vient pendant, dans le sens que ce que tu entends, je l'ai toujours dit tantôt, c'est très schizophrénique comme approche, on entend des voix. Et de ce sens-là, exemple, que ce soit dans La Divine Illusion, Les Feluettes, c'est les deux qui me viennent a priori, j'ai eu le plaisir d'être polyphonique. J'ai eu le plaisir de pouvoir mêler des personnages français, des curés, des textes littéraires avec des Québécois, sans que aucun ne méprise l'autre. Ça, pour moi, c'est très important. Sans que quelqu'un soulève le fait, c'est une convention, on soulève le fait, un Français dit à un Québécois, « Mon Dieu, j'ai rien compris de ce que tu as dit. » Non, on n'est pas là. Ah, mon Dieu, j'ai une anecdote pour vous autres par rapport au Français. Anecdote. Il y a une quarantaine, 30 ans, 20. Je faisais partie d'un projet de l'Institut international francophone du théâtre. Et on était 4 auteurs provenant des 4 continents. Et il y avait un Français qui était là, je pense qu'ils ont changé, mais pas tout le temps, et qui me dit, « Michel Marc, je t'écoute depuis 30 minutes et j'ai vraiment l'impression de parler à un paysan instruit. » C'était un compliment, un compliment de marde. J'étais sérieux. Il dit oui. Il dit, écoute, t'es intelligent, t'as des lettres, mais c'est l'accent. Mais je dis oui, mais écoute. Ça fait, enfin, bon, pourquoi je parle de ça? Bon, écoute, justement, parce que finalement, mes personnages ne soulèvent pas le fait que... puis aussi, il y a une question pour moi fondamentale de... Je ne visualise pas mes pièces. Je ne suis pas un visuel comme tel, dans le sens, je ne vois pas comment ça va être monté. Si je vois un décor, je ne le verrai plus au bout de 2 minutes. Mais quel est le processus d'écriture? Musical. Il est musical. C'est une transformation d'une musique intérieure. Mais à quelque part, il faut absolument, pour moi, qu'on sente dans la réplique, au-delà de ce qu'elle exprime, au-delà du sentiment qu'elle exprime, qu'elle ait une forme... je dirais pas d'efficacité, je dirais même dire d'élégance. Que ce soit en québécois, que ce soit en français international, que ce soit qu'il y ait... Les acteurs sont des instruments pour moi. Ce qui fait que je suis à cheval beaucoup plus aux premières lectures à donner des fois des notes de chef d'orchestre et non pas des notes de metteur en scène. Mais ça commence comment? Ça démarre comment une pièce de Michel Marc Bouchard? Une intuition. Ouais, j'ai beaucoup... Je vais vous donner un exemple qui est très frappant. Le Voyage du couronnement, qui est une pièce qui a été créée en 1995 par René Richard Cyr. J'ai vu une femme... La vision que j'ai eue, c'est une femme sur un bateau, qui était comme un songe. Le bateau, le songe. Il faut absolument aussi que l'image ou l'impression demeure une obsession. Ça ne sert à rien si c'est évanescent et ça disparaît au bout de 2 semaines. J'ai le luxe du temps aussi, c'est une chose qui est bien pour un artiste, dans le sens que j'ai le temps que mes intuitions, mes impressions s'ancrent ou non. Et à ce moment-là, il y a eu quelque chose, d'une musique. J'ai cherché une musique longtemps, puis il y a eu Chopin qui est apparu. Après ça, OK, conservatoire, mais c'est une pièce d'époque. Je médite, autrement dit, sur ces intuitions-là. Puis après ça, j'ai vraiment traversé l'océan sur un bateau, un cargo. Puis en plein milieu de l'océan, j'ai demandé au capitaine, vous me direz quand est-ce qu'on sera dans le plein milieu de l'océan Atlantique. Il me l'a dit, à telle heure. Il dit, il va être tard, pas grave. Puis j'étais allé, il y avait une tempête, il faisait pas beau. Puis j'appelais ma pièce. Des affaires comme ça. C'était un voyage extraordinaire, d'ailleurs. Anecdote. On devait partir. Il nous disait d'être disponible sur un cargo commercial, de 9 à 21 jours. Je suis parti un vendredi midi de Montréal. Le vendredi à 3 heures,
Je dois dire aussi qu'on doit attendre notre priorité dans les ports. Okay? Si tu arrives le 7e, ben, tu seras le 7e, tu arrives le 3e. On a amarré devant Sorel le vendredi à 3 heures. Je suis reparti le vendredi suivant. Voilà. Mon gros voyage exotique, j'ai été amarré devant Sorel pendant une semaine. Et j'ai écrit la pièce sur le bateau. Puis en même temps, bien, ça a pris 20 jours, finalement. Voilà. Alors oui, ce sont des obsessions. Des obsessions, des tatouages de violence ou encore des obsessions romantiques. Et à quelque part, je pars avec, je creuse avec. Comme la prochaine pièce est beaucoup reliée au monde des tissus et du magasin de textile de ma mère, où je fouille dans cet univers-là, dans les souvenirs. Votre père était boucher, ouais. mais des fois, on a l'impression qu'il y a toujours des blessures physiques dans vos pièces, puis qu'au fond, ça vient peut-être de cet héritage-là. Bien, papa arrivait souvent à la maison couvert de sang. Tu sais, l'abattoir était à la porte d'à côté. C'est comme, oui, j'ai connu mon père couvert de sang, mais c'était pas son sang à lui, c'est le sang des cochons. Mais, puis moi, j'ai travaillé là aussi, j'ai travaillé à l'abattoir. Ce qui fait que ce rapport-là... Tu donnais la mort? Hein? Tu donnais la mort aux animaux? Non, moi, non, j'étais trop jeune. Moi, je m'occupais du sang. Mon Dieu, ça va être... Qu'est-ce que tu faisais avec le sang? Le sang, c'est parce que, bon, je vais expliquer techniquement, vous mangez du boudin à l'occasion. Ouais. Ça ne vient pas d'une fleur. Bouture, boudin. Et le sang est recueilli chaud directement du porc. En tout cas, du moins à l'époque, c'était vraiment ça. C'est un âme sensible, veuillez vous abstenir. J'ai apporté un PowerPoint. Et vraiment, tu transperces avec... c'est une espèce de poignard. Est-ce que c'est vraiment oui, c'est ça, absolument. Et le sang va dans une espèce de cuve où il y a une espèce de rotor, de mixette, mais au ralenti, qui fait en sorte que le sang, les caillots, se forment. Et alors, moi, je m'occupais d'enlever les caillots. Alors, je passais ma journée à faire ça. Ce qui était fascinant, par contre, là, vraiment, j'y vais loin. Là. Il y a 4 caméras. Dis tout. C'est que, oui, c'est pour ça que le rapport au sang, au corps, à la chair est bien, bien présent dans mon théâtre, mais qu'est-ce que tu veux, c'est là je viens aussi. C'est que la température du sang du porc, comme j'étais vraiment dedans, avait la même température que mon sang. Ouais. Ce qui fait que j'avais l'impression que mes mains avaient la dimension de la cuve. C'est tout. Après ça, je me suis occupé des abats, c'est-à-dire des cœurs, des foies, tout ça. Comme un vrai ado, là. Fait quand tu voyais... Non, mais quand tu voyais à l'église le corps plein de sang... Ben, moi, c'est une continuité. Pour toi, c'est une continuité peu. Ah, moi, il aurait égorgé un agneau en avant, j'aurais fait ça. C'est ça, il venait d'égorger son agneau. Oui. Mais c'est sûr que ça, tout jeune, ça biaise un peu les choses, je dirais, qui fait que surtout, je dois dire qu'un cochon, ça a quasiment, une fois lavé, on n'a pas même la même couleur de peau. Là. Oui, puis c'est intelligent, un cochon. Ah oui, je ne les ai pas rencontrés, ceux-là. Ah oui, c'est vraiment brillant. Ça, parmi les animaux les plus brillants, ils sont tous sensibles. Ah oui, moi, j'en ai rencontré, j'en venais pas. J'aurais voulu en faire des amis. Écoute, des cochons? Des cochons, mais oui, c'est plus intelligent que des chiens, montés. C'est juste qu'ils sont méconnus, ils sont mal aimés. Je vous conseille tous d'adopter un cochon. Ouais. Non, mais enfin, bref. Mais je suis sûr que moi, je relis ça avec cette histoire de messe qui était pour lui la première scène et tout. Puis j'ai l'impression qu'au fond, toi, tu connaissais déjà ça. Ce que tu connaissais pas, c'était l'aspect... On revient toujours à l'histoire de messe là, qui t'a impressionné, là, si je comprends bien. Oui, c'est ça. La seule affaire, c'est qu'il n'y avait pas de cochon qui venait de Jérusalem. Là. Il venait pas de Jérusalem, puis il n'y avait pas de palmier, puis tout ça. Mais, non. Non. Mais il y avait le sang. Oui. Hein? On s'entend qu'il y avait le sang. Puis aussi... c'est une chose, d'ailleurs, que je trouve... j'ai écrit « Sous le regard des mouches », dans lequel ça se passe vraiment dans une famille entourée de 40 000 porcs. Là, mais je ne suis pas encore arrivé à... Je pense que c'est uniquement par la nouvelle ou par le roman que je pourrais arriver à parler plus de mon père que par le théâtre. Parce que le rapport que j'ai à mon père est un rapport étonnamment
du sang ou encore de l'huile, parce que papa était l'homme à tout faire de la compagnie. Il était soit dans les moteurs, beurre et d'huile, ou soit à la boucherie beurre et de sang. J'ai connu papa très, très entaché, je dirais. Et, c'est pour ça que ton théâtre est entaché. Oui, puis c'est le plus bel homme de ma vie aussi, je dois dire. Ah oui? Ouais. C'était quelqu'un de bon, hein, si je comprends Papa, bien. c'était la bonté même. C'est la bonté même. Ouais. Moi, j'ai remarqué qu'il y a plusieurs artistes québécois qui ont eu des origines un peu comme les tiennes, et puis, finalement, je ne sais pas, ils ont, en quelque part, ils se sont pas coupés de leur milieu, mais un peu pour faire une vie autre. Et j'ai toujours senti qu'il y avait un genre de culpabilité qu'ils éprouvaient, puis que c'est pour ça qu'ils parlaient énormément de leur berceau. Peut-être que je me trompe, mais est-ce que c'est ton cas? Est-ce qu'il n'y a pas ce sentiment-là de redonner quelque chose alors qu'on y avait échappé? Non, ce serait mentir de dire... non, ce serait mentir. De dire que je me sens une culpabilité par rapport à non. Non, parce que ma famille, et particulièrement mon père, était vraiment fier de moi, fier de ce que je suis devenu. Parce que lui, il n'a pas eu cette chance-là. Papa a travaillé toute sa vie pour faire élever une famille qui était immense, c'est-à-dire la fameuse famille reconstituée de ma grand-mère. Les 45 de la grand-mère. Ce qui fait que eux, papa travaillait 18 heures par jour pour faire instruire des médecins, pour faire instruire des... Et moi, c'était très, très clair que je n'allais pas hériter de la compagnie et que j'allais devenir quelqu'un d'instruit. Et ça, c'était fondamental pour lui. Ouais. Alors, ce qui fait qu'au contraire, j'ai pas eu jamais le sentiment de culpabilité. Au contraire, tout ce qu'ils m'ont donné, c'était un sentiment de fierté. Mais j'ai l'impression qu'il fallait que tu redonnes Non. À ta famille? Parce qu'il y en a qui m'exprimaient ça. Hein. Non, pas vraiment, non. Ils ont toujours été solidaires de mon travail. Ils sont venus voir mes spectacles, mes pièces, même si c'était des affaires complètement weird pour eux autres. Là. Puis je peux comprendre aussi, là, mais qui arrivaient je sais pas, à pouvoir se projeter dans cette, sans être prétentieux, mais cette forme de réalisation-là et d'accomplissement. Vos pièces sont dramatiques, mais ils ne sont pas thérapeutiques. On peut dire, vous n'êtes pas là pour guérir le... Non, non. C'est pas avec ce que j'écris, c'est pas en mangeant un coup de pelle d'en face que je vais guérir quelqu'un. Non. Je parle de Thomas Laferme. Oui, sauf l'histoire de loi. Sauf l'histoire de loi où il y avait vraiment... Il y avait un but. Hein? Oui, parce qu'on s'adressait aux enfants. C'était dur de ne pas penser qu'il y a un legs. Mais oui, c'est une pièce quand même. N'oubliez pas, on a fait le tour du monde, mais on a été interdit de jouer dans la Commission des écoles catholiques de Montréal. On n'a pas pu jouer à Montréal. Dans quelle année, ça? On a pu jouer à la Maison Théâtre, mais on n'a pas pu circuler. Quelle année, mon Dieu? Je vais faire appel à la Monique Miller en moi pour trouver l'année. C'est un compliment qu'on dit Monique Miller parce qu'elle a assez tôt, elle a une mémoire épouvantable. Histoire de loi 80... Écoute, j'ai les chiffres, là. Non, je ne sais plus, 80... Je sais 89. Plus. Ah, déjà. Bon. Alors voilà. Ouais. Donc en 89 encore. Oui. OK. Alors oui, ça, il y avait, mais c'était comme audacieux de dire on va présenter une pièce sur la transition de la violence qui se passe à une époque, on parle des années 50 dans la pièce, et pour un public jeune, et à la fin, excusez-moi pour ceux-là que je vais brûler le punch, là, mais à la fin, l'enfant tue son oie. Et c'est comme, ça ne rentrait pas vraiment dans les cahiers pédagogiques. Là. On n'est pas, passe partout, ça passe pas. Là. Il n'y avait pas eu des pères bouchés. Non, il n'y avait pas eu, tu sais, ce qui fait que, mais c'était fait avec doigté, c'était fait avec énormément de délicatesse, mais c'était de faire comprendre que, mais ça créait des discussions. On a beaucoup joué aussi public-famille, c'est-à-dire parents-enfants, qui fait que c'était formidable de voir la lecture des parents et la lecture des enfants. C'est quoi la différence? Bien, que les enfants finissaient par expliquer aux parents qui n'avaient pas vu que le petit avait tué son oie. C'est formidable. Alors que les parents n'osaient pas aborder, n'osaient pas, alors que les enfants, bien voyons, il l'a tué. Fait pourquoi? Bien, là, c'est la discussion commençait, là. Puis on ne sait pas comment ça finissait. Souvent, on dit que votre théâtre, il représente il représente le Québec dans son ensemble, un peu l'histoire du Québec, mais aussi son drame, parce qu'il essaie de se rappeler, il essaie d'oublier, il manque de mots, il
il va entre la campagne et la ville, il essaie d'aller vers l'étranger, mais il est toujours ramené vers sa source. Est-ce que vous avez eu conscience de justement d'être un genre de porte-étendard de l'évolution du Québec? Non. Mais même après, rétrospectivement. Je peux dire que j'en suis un de ses ambassadeurs. Ça, Oui. Je suis toujours étonné, mais je suis vraiment un de ses ambassadeurs. Mais par contre, de dire que je témoigne de l'évolution du Québec, oui, je dirais quand même, c'est fragmentaire encore là. Il y a des pièces que oui, je trouve. Il y a des pièces vraiment. Christine, la Reine Garçon et la Divine Illusion sont pour moi quand même, il y a une position quand même éditoriale sur la culture ou sur l'affirmation politique. Particulièrement chez Mais c'est Christine. aussi sur le pouvoir de l'art. Ça, c'est beaucoup la Divine Illusion, alors que Christine, c'est vraiment l'affirmation politique passe aussi par une affirmation individuelle. Oui. Alors, de ce sens-là, oui, je dirais que... Mais de dire que l'œuvre comme telle... Une grande partie. Ouais. Une grande partie. Moi, je pense au chemin des passes dangereuses. C'est 3 gars, là, qui sont juste sur le bord d'un ravin où ils ont assassiné leur père jadis. Et puis, c'est un huis clos qui se passe au bord de l'eau. Et finalement, il représente un peu le village, la forêt, la ville. Et puis, il représente le Québec. Oui, on peut dire. Bien, ça, c'est juste, parce qu'à l'époque, quand je l'ai écrit, j'ai écrit ça en réaction face à l'homo québécus. C'est-à-dire qu'on était pendant le référendum des années 95, puis c'était comme ça, il y avait un discours ambiant qu'on était une seule affaire. Là, ça m'a vraiment tapé ses nerfs. Ça fait non. Dans une même famille, il peut y avoir 3 personnes qui sont de planètes différentes, de cultures, de références. Ce n'est pas parce qu'on a vécu la même affaire à l'origine qu'on est nécessairement pareil. Alors, je voulais simplement, c'était en réaction que j'ai écrit la pièce, et en disant en même temps, la pièce a un côté pernicieux parce que le père parle, alors que c'est la tradition des pères silencieux. Oui. Le père parle, le père nomme, le père fait des poèmes, et les 3 gars ont décidé que c'était mieux de laisser mourir dans la rivière puis qu'ils arrêtent de dire ses poèmes. C'est quand même ça. Je fais un résumé, c'est un peu plus subtil que ça, la pièce, mais n'en demeure pas moins que oui, là-dedans, il y avait un commentaire sur ce que nous étions. Par contre, c'est une de mes pièces les plus jouées à l'étranger. Et ça fait quelque part, bien, c'est-tu que des pères silencieux ou des pères pas... Il y en a pas mal dans plusieurs nations. Mais qu'est-ce que ça vous a appris, justement, comme vos pièces sont tellement jouées à l'international, qu'est-ce que ça vous a appris, le regard des autres sur votre univers? Est-ce qu'on est pas mal... On est pas mal tous pareils. Je dirais que c'est ça que ça m'a appris à quelque part, parce que, tu sais, le théâtre est quelque chose de particulier. C'est dans le sens, c'est un groupe d'individus, et particulièrement quand on parle des productions étrangères, qui ne sont pas de ma culture, ils ne me montrent pas parce que c'est moi, dans le sens, il n'y a pas de show business là-dedans, il n'y a rien de ça. Ils me montrent à cause de la pièce et à cause de quoi ça... C'est quoi le propos. Et s'investissent pendant des semaines, voire des mois, dans une parole, dans une histoire, dans des personnages qui viennent d'ailleurs. Mais à quelque part, elle vient pas si d'ailleurs que ça. Dans le sens que je pense que je suis beaucoup monté à l'étranger à cause du fait que je raconte une histoire. Déjà là, c'est une affaire que j'ai appris à l'université. Shakespeare raconte des histoires, puis il raconte tellement bien. Tchekhov raconte des histoires, puis il raconte tellement bien que jouez-les tout nus, okay? Jouez-les en clown, mettez-lui des têtes de lapin, ça va marcher. Alors, ce qui fait que, pour moi, c'est très, très important que la trame narrative soit solide. Ce qui fait qu'à l'étranger, tu t'aperçois que, oui, ça va être joué effectivement avec des têtes de lapin, puis tout nu, puis dans la boucane, puis tout, mais ça marche encore, parce que la trame narrative est claire. Sauf qu'aussi, ces personnages-là, dans leur humanité, j'ose croire, je le sais maintenant, les touchent dans leur propre humanité. Que ce soit autant, écoute, j'ai été monté en Asie, j'ai été monté en Afrique, j'ai été monté partout. Beaucoup en Amérique latine, peut-être aussi qu'en Amérique latine, ce qu'il y a des échos face aussi des fois à la religion, à l'oppression, ce qui fait que qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? Ça m'apprend que je ne suis pas tout seul. Vous avez, on l'a dit, vous avez commencé avec l'effervescence, on l'a dit, le PQ, en fait, tout ça, les femmes, les gays, tout le bazar. Avez-vous l'impression que ces périodes fastes-là
ont donné des bons résultats pour le Québec et sa culture. Ce dont vous aviez rêvé, est-ce que vous trouvez que c'est ce qu'on vit aujourd'hui? Ben écoute, pour justement, encore là, dire voyager, quand on parle de l'effervescence culturelle qu'il y a ici, c'est quand même unique. Pour le peu de population, la production artistique, parfois je trouve un peu trop, il y en a trop, mais il n'en demeure pas moins. Je trouve des fois qu'il manque un peu de position éditoriale, mais il n'en demeure pas moins qu'il est encore possible que tout être qui aspire à être un artiste ici peut le devenir. Peut-être pour une fraction de seconde, peut-être pour toute la vie, mais il peut le devenir. Et de ce sens-là, je trouve que tout ça a été bâti beaucoup dans les années 80-90, dans le sens que on a eu le ministère de la Culture, après on a le Conseil des Arts, c'est pas parce qu'Anne-Marie est là que j'en parle, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a une véritable volonté politique et indéniable. Il n'y a pas un gouvernement au Québec qui va reculer face à la culture. Ça, c'est impossible. Alors, de ce sens-là, c'est pas qu'on n'en veut pas plus, on en a besoin de plus, mais, comme je disais, plus ciblé, mais il n'en demeure pas moins que tout ça a été un apport. J'écrirais pas s'il n'y avait pas eu d'aide. Je ne serais pas devenu qui je suis s'il n'y avait pas eu cette espèce d'encouragement-là, parce qu'au départ, ce que j'écris n'est pas nécessairement commercial. Et de ce sens-là, j'avais un véritable support. Maintenant, depuis, je pense, près de 20 ans, en tout cas, je ne demande aucune aide de l'État parce que je considère que je suis capable, je gagne très bien ma vie, que je ne vois pas pourquoi j'irais enlever de l'argent à quelqu'un qui en a besoin. Il n'en demeure pas moins que cette volonté-là, moi, je trouve quelque part qu'il manque encore de l'aide à la tournée, à la diffusion, parce qu'il faut faire éclater les marchés, parce qu'on ne peut pas... ce qui arrive à cause de cette surproduction-là, je dirais, beaucoup de pièces meurent au combat rapidement. Elles sont jouées 20 soirs, puis après ça, c'est fini. Ils n'ont pas la chance de nécessairement traduire. Il manque encore comment je puis dire, donc, des leviers pour faire en sorte que cette diffusion-là soit plus à l'étranger parce qu'on a besoin, pas seulement à l'étranger, mais sur le propre territoire québécois. Les pièces ne circulent pas, les productions ne circulent pas. On sait très bien qu'il y a eu une hégémonie de l'humour partout dans les salles. C'est partout. Tu rentres dans une salle, ce que vous, c'est des posters d'une petite salle en région, c'est des posters d'humoristes. Alors, c'est comme, il va peut-être falloir m'amener, et pour la musique, et pour le théâtre, et pour la danse, on a besoin encore là de... Mais il n'en demeure pas moins que, comme j'ai dit tantôt, tu peux être un artiste au Québec si ce n'est qu'une fraction de seconde ou encore toute ta vie. Oui, mais les modes de consommation changent. Donc, il va falloir que tout le monde s'adapte. Et aussi, des fois, on a l'impression qu'il y a une espèce de déperdition d'intérêt global là, pour certaines œuvres plus pointues. Tout le monde est trop sur ses tablettes, là, puis que finalement, ça devient plus difficile pour les arts vivants. Mais pourtant, je suis encore étonné de voir qu'il y a du monde dans les salles. Il y a beaucoup de monde quand même dans les salles. Mais il y a moins de tournées. Il y a moins, ça, c'est ça, la tournée. C'est surtout la diffusion des arts en région. Dans les autres régions, ça ne circule pas. Alors, ce qui fait que, je veux dire, oui, tu es condamné à jouer 25 représentations, 20 représentations. Et voilà. Mais c'est peu, là. Si la pièce, elle meurt après, des fois, elle revue ailleurs. La majorité des pièces meurent après 25 représentations. Donc, ça, c'est très inquiétant. Puis là, justement, bon, je me demandais, vos projets, c'est quoi? Hein? Les projets, la prochaine pièce. La prochaine pièce. On parlait des opéras avant. Ouais, parlons des opéras, puis parlons d'un scénario. Oui, ça a déjà été annoncé. L'Opéra de Montréal va créer un nouvel opéra dont j'ai écrit le livret. C'est un livret original qui s'appelle La beauté du monde et qui, en grosso modo, se passe durant la Deuxième Guerre mondiale et dont le thème principal est l'appropriation des œuvres artistiques des collections juives durant la Deuxième Guerre mondiale. Mais ça va un peu plus loin que ça, le propos, parce que c'est l'histoire, c'est avec entre autres Julien Bilodeau, le compositeur, qui a fait entre autres un autre de Brick in the Wall. C'est l'histoire d'un tableau qui est perdu durant la Deuxième Guerre mondiale. C'est sûr qu'à l'opéra, dire que le personnage principal est un tableau, mais en même temps, c'est rendre hommage d'une certaine façon à tous ces gens qui sont appliqués dans un art et dans un respect presque religieux de la préservation de ce que l'homme a fait, et la femme, de plus beau, c'est-à-dire la création des œuvres d'art.
et aussi sur une question qui est posée, parce que dans l'opéra, il y a un personnage, deuxième acte, qui est quand même un personnage assez connu, qui s'appelle Göring, qui amène toute la notion, entre autres, de l'Entarte, c'est-à-dire des œuvres dégénérées. Les Allemands ont considéré que presque tous les peintres actuels de l'époque, les modernistes, les fauvistes, etc., étaient des dégénérés et ont décidé presque systématiquement de les détruire. Alors, ce qui fait que je pose la question sur est-ce que l'État a à intervenir dans ce que doit être la création artistique? Et c'est la question que je pose maintenant. Alors ça, c'est l'opéra. Ensuite, il y a un autre opéra, l'Opéra de Toronto et l'Opéra de Montréal. Il y a une coproduction de l'adaptation de Christine Naren-Garçon, et toujours encore avec Julien Bilodeau. Ce que je trouve formidable, c'est que c'est dans notre histoire, c'est la première fois que 2 commandes majeures sont offertes à un librettiste et au même compositeur. Et je trouve que c'est ça formidable, c'est sûr, je peux parler pour moi, c'est moi qui ai eu la commande. Mais il n'en demeure pas moins que ça nous permet d'avoir un véritable travail, un véritable dialogue de longue haleine sur... Après ça, une adaptation de La Divine Illusion au cinéma. Le prochain film avec aussi Léa Poul, qui s'appelle L'habit du héros. Et une nouvelle pièce dont le titre provisoire présentement est Embrasse et qui raconte... C'est une histoire très, très simple. C'est l'histoire d'une femme qui a giflé une femme dans un centre d'achat. Et c'est devenu quelque chose de démentiel dans la communauté. Et son fils décide de créer la robe qu'elle devra porter lorsqu'elle sera face au juge. Et il est entre autres conseillé par Yves Saint-Laurent. Et ça se passe en région. Ah bon? Tout est possible en création. Tout est possible. Voilà, ça, c'est les projets. Mais parle plus du scénario pour Léopold, parce que c'est intéressant, l'habit du héros. Oui, l'habit du héros, c'est l'histoire d'un jeune Marocain qui est arrivé ici à Montréal avec son amant, qui est un jeune Iranien. On assiste un peu à son parcours lorsqu'ils sont... on voit l'Iranien en Iran, pourquoi est-ce qu'il est parti. Il a fui véritablement, il a abandonné sa femme. D'ailleurs, il était marié, donc on comprend que c'est un mariage un peu arrangé. Et il rencontre ce jeune Marocain-là dans un centre de tri en Espagne, alors qu'ils sont une espèce de centre de réfugiés. Et il décide de faire le chemin jusqu'au Canada. Il arrive au port de Montréal. Sauf que le Marocain a décidé, lui, de se brûler les empreintes avant de partir d'Europe. C'est vraiment brûlé qu'un chaudron. Et son chum ne l'a pas fait. Alors, son chum, lui, est fiché. Mais le Marocain, ça existe, dans le sens qu'il n'y a pas d'empreinte, il n'y a pas d'identité. Alors, la loi fait en sorte qu'on doit le garder, parce qu'on ne sait pas où le retourner. Et lui triche sur son identité, mais sauf que son chum, lui, va être déporté. Et il réussit à se sauver. Et c'est un peu la mission qu'il entreprend de sauver son chum, en s'acoquinant, entre autres, d'un attaché de presse de la ministre de l'Immigration. Il tombe en amour avec, tout ça. Mais je ne sais pas si les gens se souviennent un peu parce que ça a été une source d'inspiration pour moi du film de Fassbinder, la traduction française, c'est Fox et ses amis, où tu as cette espèce de gars-là, très simple, marocain, qui rentre dans un univers sophistiqué, chic, confortable. Et il doute de sa mission. Il se met à douter entièrement de cette mission-là d'être le sauveur de son chum, parce qu'il sait à quoi ça l'engage et tout. Alors voilà. Puis aussi, ce que je voulais là-dedans, c'est que je trouvais qu'à l'époque, quand j'ai commencé, je trouvais que tous les films qui étaient sur l'immigration, les immigrés, je trouvais toujours qu'on les regardait comme des touristes. J'ai dit non, là, j'ai vraiment envie de rentrer dans la chair. Voilà. Puis vous aviez envie de vous diversifier, j'avais entendu dire ça, de faire d'autres choses aussi, d'aller ailleurs côté théâtre. De toute façon, vous l'avez fait. Il y avait eu toute l'histoire sur Montréal. Le Cité Mémoire. J'ai fait les musées, d'ailleurs. Et Claude Sauvageau, qui est ici, peut vous le confirmer. J'ai fait quand même l'exposition inaugurale de la Grande Bibliothèque au moment de son ouverture. Alors, ce qui fait que oui, ça a été... C'était des expositions, je dois dire, puis il y en a peut-être une qui s'en vient, c'est vraiment un cadeau, dans le sens que c'est une école. C'est comme si je faisais presque une thèse pendant 2 ans et demi sur un sujet.
J'ai fait l'exposition sur les chaussures au Musée de la civilisation, j'ai fait sur l'histoire de Québec avec Ludovica. Alors, c'est comme c'est vraiment un plaisir de fouiller, d'apprendre, de connaître.